Secure, épisode spécial. Cette fois-ci, je suis solo. Je vais faire un retour d'expérience sur le Blue Team Com que je suis allé fin du mois d'août. Pas très longtemps après justement, parce que la diffusion du podcast ne tardera pas très longtemps après l'événement. Je me discipline un peu plus de ce côté-là. Cet événement-là, j'ai découvert par hasard au printemps. Puis bon, étant donné que c'est très intéressant comme nature de sujet, j'ai beaucoup d'éléments de nature défensive qui m'intéressent énormément puis que je trouve qu'on n'a pas assez de sujets très dédiés à ce genre de choses-là spécifiquement. Et en plus, je suis l'organisateur d'un événement de type défensif à Québec. Donc, j'étais d'autant plus intéressé de voir comment les événements de cette nature-là s'organisent ailleurs et comment ceux-ci se matérialisent justement pour aider les équipes de défense en cyber à mieux s'outiller. L'événement est à Chicago, ça se passe sur, essentiellement c'est 3 jours, le vendredi c'est de la formation, samedi, dimanche c'est les conférences. Globalement, c'est un peu calqué sur le modèle du DEFCON en termes de comment les choses sont présentées dans l'ensemble. Parce qu'on clairement on voit l'inspiration qui est là. Puis bon, bref, moi aussi je me suis largement inspiré du DEFCON à bien des égards dans tout ce que les événements que j'ai organisés. C'est intéressant de voir comment tout ça est découpé, comment tout ça se présente. Ils ont 2 tracks, ils ont des villages justement où ça commence à se rapprocher du DEFCON et d'autres événements justement qui ont repris cette formule-là. C'est une formule un peu plus hands-on qui permet justement aux gens de parler avec des praticiens du domaine dans des contextes très spécifiques. Dans ce cas-ci, il y avait quelques villages intéressants. Fait notable, il y avait le Wellness Village. Puis, il y avait d'autres villages de recherche d'emploi, des éléments comme ça. Le Wellness Village était particulier. Moi, c'est la première fois que j'étais mis en contact avec ce genre de choses-là. C'est une façon un peu de mettre de l'avant la santé mentale. C'est bien. Bon, peut-être c'est le contexte où je ne me suis pas présenté à un moment qui était très favorable. J'ai pas vu l'organisation qui s'était en arrière de ce village-là, donc ça ne me permettait pas de voir vraiment l'utilité de ça, mais j'imagine qu'il y a plusieurs affaires. J'ai entendu des communications posteriori qui me permettent de voir qu'effectivement, il y a des éléments qui ressortent très intéressants là-dessus. Il faut que j'aille voir justement, il y a un hacking mind, en tout cas, bref, il y a comme un regroupement associé à ce genre de choses-là. Donc, ce que je n'ai pas encore consulté d'ailleurs, là, j'ai manqué un peu de temps depuis mon périple. Mon mois d'août très, très chargé en événements, mais ça met une certaine pénalité au niveau de mon travail où que je dois rattraper beaucoup de choses qui sont... je dois rattraper beaucoup d'éléments. Mais je vais investiguer davantage parce que je trouve intéressant la place de la santé mentale parce qu'en cyber, on est un milieu qui est particulièrement touché par ça dû à la pression énorme dans laquelle on subit, tous les différents éléments dans lesquels on est confronté, nous mettre dans des situations beaucoup plus difficiles. Donc, on n'a peut-être pas nécessairement tout le support ou les outils nécessaires à faire ça. D'ailleurs, il y avait une conférence très intéressante, là, c'est Hacking for a Pancake, là, que je ne me rappelle jamais de son nom complet. Shame on me, là, je suis vraiment bad pour ce genre de choses-là. Leslie, qui justement faisait mention que les gens en cyber avaient tendance à développer certaines compensations qui sont négatives et qui sont très toxiques au niveau de la santé mentale, entre autres, et souvent des collègues. Donc, justement, cet élément-là de mise de l'avant de ça est très, très intéressant, très pertinent. Il y avait un CTF aussi. J'ai pas vraiment compris, je me suis pas vraiment intéressé, j'ai pas pu suivre, j'ai pas pu voir la composition, le fonctionnement, des choses comme ça. Il va falloir que je m'y intéresse parce que c'est des éléments qui sont intéressants justement d'amener. J'espère qu'ils étaient formés pour des équipes défensives, mais bon, juste là, c'est des hypothèses. J'ai pas été voir plus loin que ça par rapport à cet élément-là. Il y a aussi les on-conference, qui est un élément très intéressant que j'ai trouvé dans une
dans une petite, dans un petit événement comme ça, ça a malgré tout bien fonctionné. C'est-à-dire que c'est des gens sur place spontanément vont donner des conférences. J'en ai assisté à deux ou trois, deux assurément, deux et demi. Très intéressant parce que j'en ai vu, il y en a eu une sur le fait justement le partage je suis arrivé à la fin, là, mais c'est-à-dire que de ne pas être gêné de poser des questions, de justement c'est OK de ne pas savoir. Puis ça, c'est très intéressant parce que dans notre domaine, on est un peu, surtout les vieux de la vieille, on a un peu stigmate de ce on doit tout savoir, tout ça. Chose qu'il faut qu'on déconstruise parce que ça n'aide pas la croissance, ça n'aide pas les gens qui veulent rentrer. C'est très intéressant cet élément-là. Puis l'autre on-conférence que j'ai assisté au complet, c'est sur comment contourner le MFA, principalement celui de Microsoft dans le cas qui nous occupe. Donc, c'était très intéressant de voir ça. Ça m'a remis dans quelque chose parce que clairement, j'ai vécu sur une roche parce que je pense que l'outil est sorti en 2017, mais je ne l'avais jamais vu. Mais en tout cas, bref, ça nous a permis d'avoir une démonstration live de cet outil-là qui Evil Jinx qui permet justement dans la plupart des scénarios, de réussir à aller chercher les tokens MFA de Microsoft. Ben, c'est pas chercher des tokens, mais c'est essentiellement la stratégie, c'est d'aller voler le jeton de session puis de continuer après. Fait que puis c'est dans tous les systèmes en ligne, tous les services qu'on utilise vont utiliser ce moyen-là pour maintenir la session vivante. Donc, si on le vole, ben on vole essentiellement la session de la personne. Fait que c'est très intéressant de voir cet élément-là exposé de cette façon-là. La démonstration était très parlante. Fait que c'est très chouette d'avoir des gens qui, à la volée comme ça, vont venir présenter des sujets, même si c'était pas planifié, des choses comme ça. Fait que je trouve l'idée intéressante de justement pouvoir permettre de faire ce genre de discussion-là. Puis ça l'amène aussi le contexte qu'il faut amener les jeunes, les jeunes. Je suis rendu vieux. Ceux qui commencent dans le domaine ou ceux qui s'y intéressent justement à assister à ces événements-là. Puis les événements-là étaient pas seulement faits pour les gens qui débutent dans le métier. Justement, il y avait à peu près un tiers des conférences à peu près qui étaient toutes sur des éléments qui favorisaient justement comment comprendre la cyber, comment trouver une place, comment percer dans le milieu, comment commencer, puis ces choses-là. C'est très intéressant de voir ça, parce que d'ailleurs, j'avais vu une cohorte étudiante qui était là, donc clairement, il y avait probablement au moins une 60-70 étudiants facilement qui étaient sur ça. Ça fait que c'est très intéressant. C'est très heureux aussi que ces jeunes-là puissent venir s'exposer à cet environnement-là. Fait que c'est très intéressant, justement, qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur la relève parce qu'on en a besoin. Puis ça fait un peu en relation avec ma perception que les vieux, on est de plus en plus hermétiques par rapport à l'introduction des nouveaux dans le domaine, ceux qui arrivent. Et on est plus une référence. Puis justement, Leslie avait fait une référence. Au moment où j'enregistre en plus, c'est super drôle que justement, les événements, on a tendance les vieux de la vieille, à faire des références très de notre univers. On fait 90, début 2000 principalement. La Matrice, Prodigy, Wargame, Hackers, tout cet univers-là, techno-industriel, fin 90, début 2000. Tout cet univers-là un peu qui est le nôtre, dans lequel on fait énormément de références dans les vieux, énormément de références qui ne sont plus comprises par les jeunes qui commencent dans le domaine, puisque les jeunes qui vont commencer 20-25 ans, la matrice est sortie, il était soit pas né ou soit il était en âge, il n'était pas en âge d'écouter ce genre de film-là. Donc, on est dans un univers qui est comme ça, puis il faut remettre en perspective aussi notre position. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cet élément-là. J'essaie le mieux que je peux de réussir à mettre ça en avant, de l'avant, par différentes choses, plusieurs actions que je fais. Puis j'espère que c'est suivi par d'autres, puis que c'est fait, ça sera généralisé dans le domaine. Mais bref, retournons pur et dur à l'événement, le Blue Team Con.
l'ensemble des conférences, je ne passerai pas à travers chacune des conférences que j'ai faites. J'ai pris des notes parce que j'ai besoin. Puis j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. À ce stade, au moment de l'enregistrement, j'avais mis une publication sur LinkedIn justement sur le fait que j'ai appris des éléments qui, dans certains cas, dataient déjà un peu, mais que j'étais dans un état d'esprit qui était maintenant ouvert ou me permettait de comprendre toute la portée de certains éléments ou certaines choses qui ont été dites par d'autres experts dans le domaine. Donc, d'être capable de s'abreuver à ces éléments-là. Même quand on est rendu un senior, on est encore capable de se faire surprendre et de voir des choses, puis de voir des choses sur les angles nouveaux, sur des facettes nouvelles. Cette façon-là de regarder un peu autrement les choses. Puis à mon sens, c'est précisément ça que j'ai été chercher là, de voir les choses d'une façon différente, de voir des éléments centrés justement sur le défensif. C'est très intéressant. Justement, qu'on puisse voir ce genre de choses-là qui se soient exposées. On a vu justement des éléments de protection sur de la vie privée présentés par Meta. Justement, l'usage de moyens psychologiques ou sociologiques pour comprendre la gestion de la gestion des vulnérabilités. C'est très intéressant de l'aborder sur des angles des sciences sociales, justement, pour aborder ça. Puis ça fait partie des créneaux qui m'intéressent beaucoup parce que les pures sciences ne sont pas toujours nécessairement utiles à nous amener à la bonne place pour comprendre comment l'attaquant fonctionne. Puis d'ailleurs, c'est une des citations qui m'a le plus frappé, puis je le mentionne dans ma publication, c'est les Blue Team, les défenseurs réfléchissent en liste et les attaquants réfléchissent en graphe. Et aussi longtemps que ça va être comme ça, les attaquants vont gagner. Donc, essentiellement, c'est la façon de regarder les choses. Puis la présentation en question était très intéressante. Puis au-delà de la citation elle-même, la présentation, elle a mis un contexte, puis elle a amené à mieux comprendre comment tout ça se met en perspective. Et justement, parce que, puis de mon expérience aussi, puis tu sais, je suis aussi coupable que les autres, c'est plus facile de monter un checklist puis d'envoyer ça aux équipes défensives, puis dire, voici comment monter un serveur sécuritaire, puis voici le checklist. Puis donc, dès lors, on se met dans une situation où c'est sûr qu'on n'est pas capable de voir l'ensemble de ce que c'est, puisque quand on réfléchit en graphe, ce que je réfléchis aussi, puis c'est ça aussi pour ça que cette citation-là m'a collé beaucoup, beaucoup marqué, c'est que j'ai compris dans les dernières années que moi-même, je réfléchis en graphe. Fait que c'est devenu parlant dans le sens où j'ai commencé à comprendre comment les attaquants et comment moi-même je réfléchis par rapport à la constitution des systèmes. Et justement, d'abandonner le fait de la promotion des checklists, comme j'ai toujours fait longtemps, comme étant un moyen efficace de réussir à atteindre une sécurité minimale. Les checklists demeurent toujours bonnes, mais doivent être aussi ajoutées avec de la réflexion graphe, c'est-à-dire de la réflexion sur des choses, sur des chemins et des jonctions qui permettent de justement pas passer de façon linéaire, mais que le chemin de l'attaquant est justement représenté de façon à ce qu'il y a des points de jonction et ces points de jonction-là, il va changer. Donc, quand il change, son chemin d'attaque change et évolue en conséquence de ce qu'il rencontre, des difficultés qu'il rencontre. Donc, l'équipe qui défend le Blue Team devrait pouvoir réussir à intégrer ce genre de réflexion-là dans sa façon de défendre. Donc, on revient aussi un peu à ce qu'on dit souvent. Les équipes défensives doivent réfléchir comme les attaquants. C'est un peu ça parce qu'on doit se mettre dans les souliers ou doit se mettre dans l'état de graphe, justement, pour être capable de voir tous les chemins ou tous les contournements qui vont être pris par les équipes attaquantes ou les malveillants, là, littéralement. Là. C'est plus ça le problème. Donc, de l'aborder de cette façon-là nous permet d'aller un peu plus loin. Puis, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon que c'est présenté. Puis, je vais reprendre un peu ma publication sur LinkedIn dans ce sens-là. C'est pas nécessairement le contenu pur et dur lui-même qui m'a fait cheminer dans ce cas-ci. C'est sûr, dans certains moments de ma vie, j'avais besoin d'aller chercher cette connaissance-là pure. Et là, je cherchais plus la mode de pensée, la réflexion, comment les gens sont arrivés, le chemin est pris, justement pour voir comment la personne est arrivée. Puis justement, cette citation-là nous permet de voir ça et de voir ensuite tout comment on peut designer les systèmes dans la mesure où peut-être pas nécessairement penser comme un attaquant, mais nous-mêmes de penser nos chemins défensifs comme étant des points de pivot où on a des chemins ou des moyens défensifs qui s'adaptent et qui sont eux-mêmes
constitués en graphe et qui ne sont pas dans une liste. C'est une réflexion, j'ai pas de solution à ça. Mais je vais faire évoluer les différents dans ma profession, de faire évoluer ce constat-là, cet élément-là. J'utilise aussi l'image que les attaquants, c'est comme de l'eau, qui vont trouver n'importe quel petit trou pour réussir à s'insérer dans un système et à rentrer dans le système. Tous ceux qui ont connu des dégâts d'eau doivent savoir effectivement l'eau va pas trouver tous les moyens possibles pour circuler. Donc les attaquants vont prendre tous les moyens possibles qui sont à leur disposition pour circuler dans nos systèmes. Ça revient un peu la même chose que de la réflexion par graphe. À part ça, priorisation des vulnérabilités, gestion des vulnérabilités, c'est très important. Il y a des systèmes qui sont pas super efficaces pour mettre de la bonne priorité. Mais en plus, un des éléments qui a été mis de l'avant dans plusieurs présentations d'ailleurs, c'est que le problème justement de la priorisation des vulnérabilités sur la base qu'on prend la plus sévère pour les règles, puis on laisse ceux de moyenne importance ou faible importance, on les règle plus tard ou littéralement pas du tout. Dans certains cas, peut causer des problèmes parce que, puis c'est un peu le problème de notation qu'on a actuellement, ne permet pas de décrire que l'accumulation de deux vulnérabilités, soit faible ou soit médium, va arriver à l'équivalent d'une vulnérabilité critique ou l'accumulation de plusieurs. Là, c'est ce genre de choses-là. C'est toutes les notions de kill chain qu'on a commencé à voir apparaître il y a quelques années, où justement les attaquants vont prendre une chaîne. C'est justement pour ça que c'est important de maîtriser le MITRE ATT&CK parce qu'il nous aide à constituer le chemin de l'attaquant, justement pour y mettre des pièges ou des moyens défensifs tout le long de ce chemin-là pour le limiter, l'arrêter. Mais il va utiliser plusieurs vulnérabilités. Donc, on a un problème de cette nature-là. Puis le problème qui a été démontré dans la conférence, puis qui est d'autant plus inquiétant, c'est que le backlog des vulnérabilités médium et faibles grossit avec le temps. On suppose que toutes les organisations vont régler 80-90% de leur vulnérabilité critique, probablement genre 50% de leur médium et probablement 10% de leur faible. Ce qui fait qu'avec le temps, le problème là-dedans, c'est que le 10% restant des critiques va continuer à s'accumuler parce qu'à chaque cycle, tu as 10% qui se rajoute dans le bac. Fait qu'on s'en vient avec un bac de plus en plus grand de vulnérabilités à corriger dans nos infrastructures. Et c'est sans compter le fait qu'on a des vulnérabilités médium et basses qui, cumulées, vont créer des vulnérabilités critiques dans ce cas-ci, ou très importantes dans les organisations. Il commence à y avoir des mesures de notation qui permettent de déceler ça. Mais bon, bref, il y a plusieurs éléments à absorber. Puis justement, on est encore dans un contexte où on n'a pas de raccourci. Les gens aimeraient ça en avoir, ce serait plus facile d'effectuer notre travail. En même temps, pour ceux qui sont passionnés, ça deviendrait peut-être un peu plate aussi comme travail. Mais bref, il faut mettre en contexte chacune des vulnérabilités par rapport à l'environnement dans lequel on est. Quelles sont les mesures, qu'est-ce qu'on est exposé, comment ça fonctionne, et voir si l'accumulation justement des médiums ou des vulnérabilités non critiques essentiellement va causer problème. L'exemple que j'aime bien donner en ce sens-là, c'est Log4j, qui, dans ses premières phases, n'était pas nécessairement critique au sens où il a été mentionné, puisque des mesures défensives de base étaient disponibles et permettaient justement de couper toute capacité d'action de l'attaquant si ces mesures-là étaient mises en place dès lors. Donc, ça nous laissait un peu plus de temps pour corriger sans avoir à courir comme un fou puis à devoir justement, dans ce cas-ci, gâcher le temps des fêtes des personnes qui travaillent en cybersécurité. Donc, mais bref, cela étant dit, c'est un élément à considérer dans nos organisations, voir comment on peut réussir à faire ce genre de choses-là. Ils ont aussi abordé l'identité. Naturellement, l'identité est toujours un élément important. Ils ont abordé aussi l'AD. Comment réussir à masquer des comptes dans l'AD. C'est très intéressant justement de faire disparaître des comptes qui sont des comptes à haut privilège. C'est ça, on parle du global admin, entre autres, là, pour tout ce quand on parle ou domaine admin, quand on parle du sur-site. Mais aussi tous les comptes des administrateurs à haut privilège, tous les comptes de services qui peuvent être potentiellement attaqués par une personne. C'est un moyen, c'est sûr que c'est de la sécurité par l'obscurité.
c'est pas un moyen de protection, mais c'est un moyen pour ralentir les attaquants dans nos infrastructures et justement les obliger à faire des erreurs et à se faire piler sur nos alarmes et qu'ils se fassent détecter plus rapidement. De cet élément-là, c'est sûr que c'est pas une mesure de défensive pure, mais c'est une mesure détective qui nous permet justement de voir qu'il y a un attaquant qui essaie de chercher. Puis s'il ne trouve pas les comptes d'administration, c'est sûr qu'il va essayer de creuser plus fort. Donc, incidemment, risque de faire plus de bruit, de laisser plus de presse dans les systèmes et donc probablement qu'on a plus de chances de l'attraper avant qu'il vienne toucher à des informations critiques dans nos organisations. Il faut le réfléchir aussi comme ça parce que si on est capable de se donner plus de temps entre le moment où l'attaquant est rentré dans nos infrastructures et il a réussi à pivoter et à faire des mouvements latéraux, on gagne justement un espace qui nous permet de protéger davantage les informations organisationnelles, soit d'un vol ou soit d'un chiffrement par un rançon logiciel. Donc, dès lors, on est capable de se mettre dans une meilleure posture, mais ça demande des équipes un peu plus agiles au niveau du COCD, du SOC, justement de la sécurité opérationnelle qui permet justement de réussir à détecter rapidement ces différents éléments-là qui sont en place. Il y a eu d'autres conférences, c'est très intéressant, c'est juste comment faire des decoys, comment créer des honeypots, comment faire perdre le temps aux attaquants en mettant des éléments nuisibles pour l'attaquant dans les systèmes, en mettant des fausses adresses courriels, en mettant des faux comptes, en mettant des faux systèmes ou des fausses informations, ce qui permet justement, de l'attraper parce qu'il va appuyer sur un alarme, fait que ça va déjà nous donner un peu plus de capacité de détecter en temps opportun ou en tout cas plus rapidement. Et ensuite, ça va lui faire perdre énormément de temps. Puis généralement, comme c'est une business, s'il commence à perdre un peu trop de temps avec nous, si c'est pas une attaque ciblée, on s'entend, là, c'est vraiment juste pour avoir de l'argent, ben, il risque d'abandonner probablement assez rapidement. Donc, on vient de se sauver un tour. Ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir, ils ne reviendront pas. Mais en même temps, ça veut dire qu'on est capable de voir un peu le chemin qui a été pris par ceux-ci et de mettre en place des moyens pour justement les empêcher de revenir plus loin dans nos systèmes. Sinon, le matter attack, c'est très important de le maîtriser. C'est revenu dans plusieurs conférences, les métriques, les fameux métriques, oui. J'avais un conférencier qui en avait beaucoup. Il avait beaucoup sur le cœur sur les métriques. Ils ont fait référence, puis on dit en général, puis je l'ai vu aussi, puis c'est pas super utile. C'est pas des métriques qui aident à l'augmentation de la sécurité, c'est des métriques généralement anciens. J'aime bien l'exemple du nombre de virus interceptés par l'antivirus. Mesure qui ne sert strictement à rien tant qu'à moi, là, comme professionnel. Eux amenaient justement des indicateurs comme la qualité quality of life, là, essentiellement qualité de vie, qui permet de mesurer genre les délais pour embaucher les personnes, après combien de temps les gens quittent, et ainsi de suite, qui permet justement de relever des choses plus molles, mais qui sont essentielles dans des équipes de cyber parce que si on a un taux de rotation très grand du personnel, on va avoir énormément de difficultés à mettre en place des mesures de sécurité cohérentes et adaptées à l'organisation. Donc, c'est important de le voir comme ça. Il citait le fait que c'était, je crois, c'est GitHub qui fonctionne comme ça, justement, qui utilise cette approche-là avec des éléments supplémentaires pour mesurer les différents éléments, le nombre le temps des délais, d'étiquettes, les étiquettes redondantes, c'est-à-dire redondantes au sens où c'est le même problème qui revient, qui n'ont pas été réglés autrement. Donc, de tous des indicateurs qui aident de façon à ce qui aident l'équipe à être meilleure, l'équipe à être plus heureuse dans ses fonctions. Incidemment, de régler des problèmes en amont, régler des fuites, des choses comme ça qui permettent justement de régler des problèmes qui pourraient justement faire consacrer les gens
les gens de cyber des tâches un peu plus payantes que de resetter le mot de passe le lundi matin, par exemple, ou de certains problèmes comme ça qui pourraient être réglés par des moyens mécanisés ou par un meilleur design ou par des choses comme ça. Fait que ces indicateurs-là doivent être mis en place justement pour être capable de repérer des choses qu'on peut mettre en action, qui vont aider les utilisateurs, qui vont nécessairement aider la sécurité de l'organisation, mais qui vont également aider le moral, le bonheur au travail des employés en cyber, donc d'augmenter leur productivité incidemment et justement leur capacité à agir de façon efficace comme professionnel en cyber. Et puisqu'on entend énormément parler de pénurie, mais en même temps, c'est ça, clin d'œil, parce que j'ai vu dans mes choses que j'ai dans mes choses de nouvelles, bref, que c'est un peu ironique que d'un côté, tout le monde dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en cyber, puis de l'autre côté, il y a une vague de compression qui est dans les grandes compagnies, dont les grands fabricants de solutions de cyber. Donc, c'est un peu perplexe, ça laisse un peu. Laisse à réfléchir à quel point on est vraiment tant que ça dans la pénurie, où on ne parle pas de la bonne pénurie de main-d'œuvre aussi, fait que ça serait probablement à voir comment on est capable de mieux agir, d'être plus disposé à mettre les ressources aux bonnes places, puis mettre les bonnes personnes aux bonnes places justement pour les aider à cheminer correctement, que c'est peut-être pas les bonnes compagnies qui ont les bonnes personnes, ou justement on n'a pas les bonnes personnes aux bonnes places, ou il y a plein de possibilités qui sont associées à ce genre de choses-là, donc de voir comment on est capable de peut-être faire cheminer un peu la façon que l'embauche fonctionne en cyber. Je mentionne les jeunes aussi, c'est difficile de faire embaucher des jeunes. Des jeunes. J'ai l'air d'un vieux bonhomme. Ceux qui débutent en carrière, parce qu'ils ne débutent pas tout en début de vie là, quand ils sont dans l'école. Des fois, ils ont des changements de carrière. J'en ai accompagné certains, justement, qui ont pivoté, qui ont voulu aller voir ce qui se passait en cyber. Donc, justement, de se faire un environnement favorable à ce genre de choses-là. Je sais qu'à Québec, il y a des organisations qui, justement, mettent en place des programmes qui favorisent justement certain type de gens de pouvoir rentrer sur le marché du travail avec des compétences qu'on a énormément besoin à cyber. Puis c'est un peu aussi, c'est des conférences que j'ai pas vraiment vues du côté BlueCon. Là. Il y en avait quand même plusieurs qui me parlaient pas. Là. Moi, j'allais chercher du contenu qui m'intéressait beaucoup pour justement aller de ce côté-là. Il a fait référence à justement la gestion des logs dans lesquels des fois il y a trop d'informations dans les logs. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Changer un peu les façons, les approches, justement pour aller plus loin. Un peu justement le threat hunting, comment regarder, aborder les choses différemment, comment le threat hunting, pas le regarder de façon mécanique, le regarder de façon globale. Clairement, on est dans un univers, puis cet événement-là aussi me permet de voir à quel point on se situe au niveau nord-américain en cyberdéfensif. Puis clairement, on a encore des croûtes à manger. On a encore énormément d'incidents, on a encore énormément de choses qui se passent. Ce genre d'événement-là est intéressant parce qu'il ouvre les yeux sur ces capacités-là. C'est pas mal sûr que je vais y retourner l'an prochain. C'est un événement qui, il y a 3 ans, je crois. Il est né avec le confinement. Je trouve un peu fou d'avoir fait ça. Mais je lève mon chapeau là, parce que c'est un très bel événement, très bien organisé. C'était à Chicago. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la ville. D'habitude, quand je ne pas jouer dans une ville, je fais parler des mentions de la ville. C'est la première fois que j'allais à Chicago, ce qui est quand même pas si loin que ça d'où j'habite. Là. C'est un peu plus loin que Toronto. Fait que c'est pas. Bref, c'est un vol de 2 heures-ish. Fait que c'est pas très loin. À 2 heures en comptant la sécurité et toutes ces affaires-là qu'on doit subir. On va dans les aéroports. C'est assez proche. C'est une ville très chouette. C'est sûr que j'ai vu que le centre-ville. Je me suis pas donné assez de temps pour aller visiter la ville très plus grand que ça. Là, mais j'ai quand même vu sur le fait que c'est sur le bord des Grands Lacs, il y a un cours d'eau à l'intérieur de la ville avec justement des activités faites pour ça.
Architecturalement parlant, c'est amusant parce qu'il y a plusieurs éléments très différents qui sont juxtaposés. Il y a un élément d'intégration du patrimoine architectural avec la nouveauté, avec le modernisme. Je trouve ça très intéressant. C'est magnifique. C'est une très belle ville. C'est sûr que chaque ville américaine est particulière, elle a son cachet. C'est très différent. C'est des cultures très différentes aux États-Unis aussi, pour ceux qui sont un peu moins familiers. C'est très intéressant. L'événement lui-même était bien localisé, tout le centre-ville. Ça se faisait bien si j'ai fait à pied tout le temps. Là. J'ai justement pu voir un paquet de vieux édifices. Ça. J'ai pris même d'ailleurs une marche quand même assez grande. Lors de la journée, j'avais un peu plus de temps. D'aller voir tout ce que c'était, voir l'espace. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait des hop-on-hop-off, des bateaux pour aller justement avec des choses qui sont typiquement touristiques. Là. Je suis allé voir, mais je n'ai pas eu le temps. Fait que ça va me donner le goût de retourner dans cette ville-là. Peut-être la visiter davantage, plus m'imprégner de ce qui se passe là, de comment les choses sont. Fait que j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, très chouette comme endroit. Ça m'a donné énormément le goût d'y retourner. Puis bon, l'événement également aussi, je vais probablement y retourner l'an prochain. Je vais voir le line-up aussi, là, comment celui-ci se fait. C'est ça, j'ai appris suffisamment de choses pour justifier le fait d'y retourner une deuxième année. Puis dans le fond, j'invite ceux qui sont capables de pouvoir se déplacer aux États-Unis et qui comprennent l'anglais aussi naturellement, là, de pouvoir aller à ce genre d'événement-là, c'est super intéressant. Ça ouvre des perspectives différentes par rapport à nos événements plus offensifs dans lesquels on est là, on attaque, puis on détruit des systèmes, puis on expose qui sont brisés. Mais là, on expose comment justement on peut agir pour justement pas qu'on se fasse briser, pour pas que tout ça se fasse. Puis d'ailleurs, j'ai oublié un élément important, une des conférences. Justement, je pense en graphe, je pense pas de façon linéaire. Fait que mes idées sont un peu dans le désordre. Il y a une conférence aussi, tout était très intéressante, là, mais un élément qui était à souligner dans celle-là, c'est que c'est l'usage du forensic dans une gestion d'incident. Je ne l'avais jamais abordé de cette façon-là, tel que ça avait été exposé. C'est très intéressant. C'est une équipe qui ne fait que ça, répondre à des incidents. Eux vont intégrer dans leur équipe des gens forensiques, justement pour être capable de compenser les données qu'on n'a pas. Parce que dans certains cas, soit les délais de conservation sont dépassés, soit justement, c'est des systèmes qui ne sont pas couverts par la journalisation ou pas suffisamment couverts par la journalisation. Donc, dès là, on embarque dans un contexte de forensique, dans le fond, on doit enquêter dans le système, dans le fonctionnement du système. Puis c'est jamais assez verbeux, puis on est capable de compenser assez bien l'absence des logs. C'est pas parfait, mais on est capable quand même d'une bonne dose. Je le souligne parce que là, ça m'a comme rappelé l'importance dans l'intégration, parce que j'ai pas ce réflexion, en tout cas, du moins comme personne qui répond à des incidents, mais spontanément, je vais le faire quand même. J'ai dans mon coffre à outils des habiletés de forensique, là, pas très sophistiquées. Je ne vais pas prétendre des choses que je ne suis pas, mais quand même un niveau de connaissance rudimentaire de forensique que je vais utiliser dans des contextes de réponse aux incidents. Je le fais par réflexe, mais je ne l'avais jamais vu de façon aussi, disons, organisée comme ça. Fait que c'est ça qui est très intéressant dans ce contexte. C'est que c'était organisé, c'était vraiment une démarche structurée à l'intérieur de l'équipe de réponse à incidents. Au lieu d'être juste comme un ad hoc parce qu'il y a un dude dans l'équipe qui est capable de faire ça, puis comme on est pas capable de voir dans les logs l'information qu'on cherche, mais on va avoir des certitudes ailleurs, ben ce dude-là, c'est lui qui va aller chercher dans les artefacts qui sont disponibles dans la machine, justement, de voir s'il y a des éléments qui sont problématiques. Là, ça fait déjà un certain je parle, je n'irai pas beaucoup plus loin que ce genre de choses-là pour cet événement-là. Je parle déjà plus que 30 minutes. Vous pouvez m'en parler directement si ça vous intéresse de discuter des différents éléments.
J'ai pris beaucoup de notes. Il y a beaucoup de choses qui vont découler de cette présence-là parce que, puis probablement le réintégrer dans des présentations que je vais faire peut-être. Justement, du niveau de notes que j'ai pris parce que il y a beaucoup de contenu ou beaucoup de façons. Ça a beaucoup structuré ma réflexion. Et de là, je vais repartager probablement de différentes façons. Mais si vous ne voulez pas attendre des présentations, je vous invite à communiquer avec moi. Je vais pouvoir vous parler plus longuement des différents éléments auxquels j'ai été exposé à cet événement-là. Ça complète mon retour d'expérience pour le Blue Team Com. Merci.